2017, si ma mémoire est bonne. Ne vous plaignez pas, les Tunisiens. Vous avez un très bon mode de vie. Vous gagnez bien votre vie. Vous avez, on va dire, des commodités intéressantes. Le reste, ce n'est pas votre problème. Ouais. Et le jour où Ben Ali a été renversé, Sarkozy, qui était au pouvoir à Paris, disait « On ne s'attendait pas à ce que les choses soient aussi dégradantes en Tunisie. Ouais. » Mais arrêtons de voiler la face. Ouais. La France, aujourd'hui, est très bien consciente que le respect des droits de l'homme est loin d'exister dans beaucoup de pays. Alors, quand elle a des intérêts avec un pays, on ne dénonce pas, on essaye de passer à côté. Dès qu'il y a, on va dire, une zizanie, et là, je pense que le torchon brûle entre Kinshasa et Paris, là, on commence à dénoncer. Alors, je pense sincèrement que c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et vous, Lucien, dans le fait aussi, moi, je me souviens du discours d'Abdou Diouf qui a un petit peu renvoyé tout le monde dans les caves parce qu'il a dit oui à la démocratie, oui au respect des droits de l'homme, mais chacun a son rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer. C'est le vieux débat en disant est-ce qu'on doit respecter la culture de chaque pays qui doit aller à son rythme ou alors on doit imposer des valeurs dites universelles. Moi, je crois que d'origine occidentale, si on peut dire. Moi, je crois que la démocratie taille à la proportion d'un pays ou bien la dimension culturelle. La démocratie, c'est une démocratie. Soit on la fait ou on ne le fait pas. Et la France a toujours tiré la ficelle du côté où il a ses intérêts, où elle a ses intérêts. Parce que, vous voyez, en espace de 2 ans, en espace d'une année ou bien de 6 mois, la France a changé 2 chefs d'État en Afrique. Ah, c'est la France qui les a changés, Ah oui, absolument. Lesquels? Absolument, en Côte d'Ivoire et puis la Libye. La France est partie premièrement. Oui. Et en Côte d'Ivoire, quand il y a eu des élections, et Gbagbo ne voulait pas partir, avec l'appui de l'armée française, Gbagbo a déguerpi. Mais pourquoi la même chose ne peut pas se passer au Congo? Nous savions tous, et M. Hollande est conscient, malgré qu'on dise qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ça c'est du blabla. Hollande connaît bien l'Afrique. Il a ses conseils qui lui parlent. Mais est-ce que de ce point de vue, vous estimez qu'il avait raison de venir à Kinshasa, d'abord de faire durer le suspense, puis venir dire ce qu'il a dit, c'est-à-dire dérouler un tapis rouge à l'opposition. Il les a reçus, je veux dire, l'entretien avec Tshisekedi et Kamere, c'est-à-dire les leaders de l'opposition, a été plus long que celle qu'il a accordée au président Kabila. C'est-à-dire avoir cette attitude un petit peu humiliante vis-à-vis du pays hôte. Moi, je crois que, comme on le dit, il est allé toucher du doigt le problème. Et lui-même, il a remarqué peut-être les rapports qu'on lui faisait parvenir. Il est allé droit au but. Il a touché la réalité du pays lui-même. Maintenant, il reste à savoir s'il va prendre les mesures appropriées pour remédier à ce qui se passe en Afrique. Pas seulement au Congo, mais dans les autres pays africains. Je parle du cas de mon pays, par exemple. Exactement, du Togo. Du Togo, où il y a des milliers de personnes dans la rue il y a au moins plus de 3 mois maintenant. Et nous savions tous que Faure n'a pas gagné les élections. Exactement. Mais on aura l'occasion de reparler du cas du Togo lors d'une prochaine émission. Je retourne vers vous, Henri, qui êtes là en duplex depuis Paris. Est-ce qu'on peut dire que François Hollande a aussi essayé de sauver en quelque sorte la francophonie, parce qu'il l'a dit lui-même, hein, l'avenir du français désormais c'est en Afrique. La plupart des locuteurs de la langue française se trouvent en Afrique. Et d'ailleurs, la RDC, donc la République démocratique du Congo, est le premier pays francophone en termes de démographie. Donc de ce point de vue-là, il ne pouvait pas trop froisser le régime de Kinshasa. Oui, tout à fait. Mais là, on reste évidemment dans les grands principes, dans les grands discours, hein, dans les envolées lyriques, car il n'était pas non plus question de froisser le pays hôte. Mais il est vrai que pour beaucoup, la francophonie reste encore une idée noble. Cela étant, on peut tout de même s'interroger sur l'ouverture de la francophonie à des pays qui culturellement ne pratiquent pas la langue française. Et à mon avis, c'est surtout sur ce point-là que les débats pourraient être effectivement intéressants, dans la mesure où aujourd'hui les sommets de la francophonie se résument beaucoup plus à des événements d'ordre protocolaire où l'on essaye tant bien que mal d'aboutir à une déclaration, chose qui n'est pas toujours aisée. Mais enfin, ne boudons pas notre plaisir, du moins pour ceux qui considèrent encore que c'est un rendez-vous important. Bon, voilà, nous verrons ce que cela donnera dans les prochaines années, avec les velléités de certains pays de s'ouvrir notamment à l'anglais. Mais cela étant,
ça reste pour beaucoup encore un cadre utile. Exactement. On va écouter tout de suite la réaction d'un autre homme politique. Il s'agit de Pascal Canfin, le tout nouveau ministre délégué au développement. Il était à Kinshasa avec François Hollande et j'ai recueilli ses propos hier à Bruxelles. On l'écoute. Vous l'avez dit, j'y étais aussi, mais dans le cadre du sommet de la francophonie, vous étiez là, vous avez votre propre agenda, peut-être parce que la francophonie, c'est plus du ressort du président et de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous avez vu à Kinshasa? En tout cas, nous, ce que nous avons vu, c'est une tension très forte entre François Hollande, président de la France, et Joseph Kabila, président de la RDC. On s'attendait à un discours très critique de François Hollande. On peut dire qu'il a joué un petit peu l'équilibriste. Ça veut dire, à la fois, il a soutenu la souveraineté de la RDC contre l'agression qu'elle subit de l'extérieur. Et puis, à la fois aussi, il a rappelé l'exigence qui est la francophonie, du respect des valeurs, droits de l'homme, duel. Mais on a senti que c'est pas bien passé. D'aucuns disent que la conversation qu'ils ont eue entre eux a été très froide. J'y étais. Ah oui, alors dites-nous. Elle n'était pas froide. Sans langue de bois, vous, avec ce journaliste. Elle était franche, mais elle n'était pas froide. Oui. Justement, les choses se sont dites. Une conversation froide, chacun campe sur ses positions, ne dit rien. Là, les choses se sont dites. Et François Hollande, finalement, a fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est-à-dire dire les problèmes qui peuvent être rencontrés sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie en RDC, mais aussi dire que ce pays est victime, et un rapport va sortir dans les prochains jours, d'une intervention peut-être pilotée de l'extérieur. Et donc il a dit ces deux choses-là. Deux ne sont pas, c'était pas une question d'équilibre politique. Il y a deux vérités. Il a dit ces deux vérités. Et ce qui est important, c'est qu'il n'était pas le seul à le dire. Le Premier ministre canadien l'a dit aussi, les Suisses, les Belges ont dit aussi sur un autre registre les mêmes messages. Et donc c'est un message qu'on a aussi adressé à l'opposition politique en RDC, mais avec un autre message qui était de dire unissez-vous. Il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi agir, s'unir pour pouvoir ensuite gagner les élections. Et de ce point de vue-là, justement, vous le dites, vous êtes ministre délégué au développement, par rapport à l'agression que subit le Congo. Et le Congo accuse son voisin, le Rwanda, de fomenter un petit peu cette nouvelle rébellion du M23. Plusieurs pays européens, notamment les Pays-Bas, la Suède, ont suspendu leur aide au développement au Rwanda. L'Union européenne, de manière générale, a suspendu aussi toute nouvelle aide au Rwanda. Mais la France n'a pas bougé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il en est? Nous attendons les rapports des Nations Unies qui va sortir. Donc les précédents rapports ne vous ont pas encore convaincus, si je puis dire. Et surtout, nous voulons faire ça de manière coordonnée au niveau européen, pour les raisons simples que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes plusieurs à intervenir sur des projets qui sont soit complémentaires, soit même parfois identiques. C'est-à-dire 10% du financement vient de tel pays, 20% de tel autre pays. Si l'un arrête, l'autre continue et le troisième fait autre chose, vous voyez l'incohérence que ça peut représenter, le signal totalement incohérent que ça peut. Et donc, nous souhaitons prendre cette décision en tant qu'Européens et le rapport... Alors, on vient de l'entendre, donc Pascal Canfin, ministre délégué au développement. Alors, il appuie ce qu'a dit bien sûr son président en disant on était là, on a contenté tout le monde, on a prévenu l'opposition qu'il faut qu'ils s'unissent. Mais il n'y a pas un petit peu une sorte d'ingérence comme ça de la France? Est-ce que c'est le rôle de Paris de s'occuper de ce qui se passe à Kinshasa, d'essayer de donner des conseils tactiques à l'opposition congolaise? Écoutez, Paris est fidèle à cette doctrine de France-Afrique. Ça a toujours existé, ça existe et ça existera. Et pourtant, avant Kinshasa, Hollande est passé par Dakar et il a dit c'est fini la France-Afrique. Le énième enterrement de la France-Afrique. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche en France. C'est une question d'intérêt de la nation française. Il est impensable, il est inimaginable aujourd'hui que la France laisse tomber, cède ses anciennes colonies en Afrique. Elle a beaucoup à y gagner, notamment... pour les matières premières, pour les hydrocarbures, etc. Je ne vais pas faire la définition de la France-Afrique. Oui. C'est connu de tous, ok? Donc, on maintient certains chefs d'État, on leur garantit pratiquement la pérennité du pouvoir, et d'un autre côté, la France est privilégiée dans tel et tel marché. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les choses ont changé. Ce n'est plus comme il y a 50 ans. Il n'y a pas que les Américains, voilà. Il y a des Chinois voilà, qui arrivent, il y a des Russes qui arrivent, et ces pays-là dérangent les intérêts de la France. Donc ils ont tout intérêt à faire beaucoup plus d'efforts. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, une question subsidiaire pour vous, mais très rapidement. L'Algérie, la France tape à la porte d'Alger. Pour essayer d'attirer l'Algérie dans la francophonie, vous pensez qu'il y a possibilité? Impossible. Impossible pour vous. Alors déjà... Yamina Benguigui, la ministre française de la francophonie, s'est déplacée à Alger. Elle a dit plutôt qu'elle a été
bien accueillis par le gouvernement algérien? Bah, heureusement, on Non, bien accueillis, c'est-à-dire qu'on a écouté avec intérêt. Voilà, Donc, on se dit écoute, pas qu'on va oui, mal accueillir. mais pour adhérer à la francophonie, non. Pour le moment, il est hors de question d'adhérer à l'organisation de la francophonie. Déjà, on préfère en Algérie dire les pays ayant le français en partage. Voilà comment on définit la chose. La francophonie, j'ai l'impression que ça a une connotation un peu colonialiste. Alors, dernière question, et je rebondis justement sur ce que vient de dire Ahmed. Lucien, est-ce que pour vous, la francophonie, vraiment en quelques mots, est-ce que ça a encore une connotation colonialiste, ou bien ça peut être un ensemble, une communauté qui partage des valeurs, simplement, d'autres valeurs, des valeurs d'humanisme, de solidarité? Pour moi, bon, ces valeurs que préconise la francophonie ne sont jamais respectées, d'ailleurs. Sinon, puisque mais pour les étudiants, c'est important, pouvoir avoir des bourses, aller étudier d'un pays à l'autre, pouvoir avoir cette mobilité. Et François Hollande l'a rappelé qu'il va essayer de mettre le paquet là-dedans. Ça ne sert à rien de faire l'aliénation mentale. Il faut quand même donner les vrais soubassements à un peuple. Il ne s'agit pas seulement de la langue. Donc pour vous, ça ne sert plus à rien, la francophonie. Ça ne sert plus à rien. Exactement. Allez, même question à vous, Henri, en 1 minute. Réponse, question difficile, mais vous devrez le faire. Alors pour vous, la francophonie, est-ce que ça sert encore à quelque chose à l'aune justement de ce sommet de Kinshasa? Écoutez, je pense que la francophonie aurait intérêt, en tout cas l'OIF, dans son organisation, aurait intérêt à se doter d'un outil plus performant pour tenter de résoudre les crises. Parce qu'au-delà du partage de la langue française et de ce que cela peut impliquer en termes d'échanges à la fois culturels et en matière de coopération, pour que la francophonie survive, il faudrait qu'elle puisse opérer sa mue et devenir un outil performant de gestion, de prévention et pourquoi pas de règlement de conflits. Excellent. Merci.